Grimoire chromé, chapitre 7. L'améthyste et l'émeraude. Ses mains n'arrêtent pas de trembler. Aurelle a beau les presser l'une contre l'autre, crisper ses doigts jusqu'à en faire des serres, elle ne cesse de s'agiter. Blottie entre ses genoux, elle frissonne de peur. Le souffle court, le corps brisé, il les écarte puis les fixe pour leur imposer sa volonté. Il met un certain temps à accommoder sa vue qui vacille, stigmate de l'effort démesuré qu'il vient de fournir. Il finit enfin par voir net ses paumes, couvertes de la sueur marron qui perle de son front tacheté de gouttes écarlates. Écorché, croûté de sable et de plaies, il reconnaît à peine ses mains couvertes du sang de ses ennemis, ou peut-être du sien. Mais peu importe à qui il appartient. Depuis combien d'années a-t-il perdu le compte de ses victimes ? Toutes ces histoires de visages qui hantent la mémoire, de noms impossibles à oublier, ce sont des fadaises pour chevaliers de contes de fées. Dans la zone du Rift, où il a grandi, tuer est un impératif de survie, une nécessité qui fait loi. Cruauté ou douceur ne change rien à l'affaire. Quel mangeur d'omelettes se soucie du poussin qui l'a empêché de naître ? Tuer ou être tué. Point. Pas de concession, pas de demi-mesure. L'entre-deux n'existe pas, c'est un leurre, un dépipé, un appôt à crétin. On ne roucoule pas avec la faucheuse, on ne couche pas avec, on la baise, tout simplement. Mourir ou faire mourir, pas le temps de choisir ni même de penser. Avant la fureur ou au cœur du combat, qui peut s'offrir le luxe d'avoir peur ? La trouille fait douter de son droit à ôter la vie, parce qu'elle injecte le virus vicieux du doute dans les entrailles, dans les viscères poisseux, qu'elle déchire les tissus internes de la confiance et de la légitimité. Ce n'est qu'après, une fois que la poussière retombe et que la mort est donnée, qu'on se rend compte de ce à quoi on vient vraiment d'échapper. Qu'après, qu'on se questionne sur le prix de la survie, de la violence utilisée. Dans le Rift, la violence est un doudou au collier d'acier, une berceuse des grands soirs, un ingrédient indispensable face au risque de crever, pas une gamberge, un débat qu'on tient autour du feu. Ses mains, obstinément, continuent de trembler. Aurelle sait pertinemment qu'il pourrait se faire soigner. On l'a amené ici, à l'infirmerie, précisément dans ce but. Une médithèque et un mage lui ont déjà proposé leur aide. Il a refusé, tout comme il refuse de les rappeler à son chevet. Il craint d'être découvert, que l'on comprenne qu'il est fort Goten, ne serait-ce qu'à un détail. Assis au bord du lit, les jambes dans le vide, il préfère se laisser traverser par la douleur. Plus que de succomber à ses blessures, il a juste la trouille de s'évanouir. Il sent dans son crâne un brouillard solide, une bouillie flasque, un marécage. Il trébuche à chaque pensée, patauge et cherche désespérément quelque chose à quoi se raccrocher. Une sensation, une idée fixe, un souvenir, n'importe quoi. Se ressaisir, voilà ce qu'il doit faire. Il ferme les yeux, inspire à grandes goulées, expire plus longuement encore. Il se concentre sur la sensation de l'air qui lui frotte les narines, se prolonge jusque tout au fond dans les poumons. Le miracle d'être encore en vie. Ce miracle, c'est pour elle qu'il l'a fait. L'odeur de sa chevelure noire, kératine, miel, poussière. Le souffle tiède entre ses lèvres rose pâle. Une caresse, les ongles longs qui parcourent son dos nu. Ses yeux, deux myrtilles brillantes, sous les reflets des lumières électriques piquées dans les décharges de mentris. Sa bouche, le souvenir se dessine, lové entre ses côtes douloureuses. Là, la chaleur de sa peau, compter chaque grain de beauté. Il ne doit pas, ne pas être découvert, pas encore, pas déjà. Aurelle reprend pied dans le présent, en plein dans la douleur. Il a mal, partout. L'adrénaline du combat s'évapore, son corps se relâche et le martèle de la tête aux pieds de tourments aigus, carnassiers, cannibales. Il faut vraiment qu'il se soigne. Curtis lui a cassé au moins 2 côtes, et son foie lui poignarde le ventre. En soulevant sa chemise en haillons, il découvre son abdomen bleui par un énorme hématome, pourvu qu'il n'ait pas d'hémorragie interne. Au moment où il s'apprête à enfin demander de l'aide, un tumulte attire son attention. Il se lève, découvre que ses jambes tremblent elles aussi, n'en tient pas compte, et écarte légèrement le rideau qui isole l'infirmerie. Hannibal se tient à l'entrée du quartier des gladiateurs, l'œil vigilant, les épaules tendues, la mâchoire bloquée par la contrariété, les armes prêtes. Le colosse repère immédiatement Aurelle, bien qu'il ait le pas léger et se soit fait discret. La Malka entre derrière lui. La pièce est sombre, seulement éclairée par des lucarnes nichées à l'angle du plafond.
Les rayons de lumière tombent de biais, traits de blancheur qui éclaboussent les corps et masquent la misère. Solis a l'impression d'être projetée dans un tableau de maître en clair-obscur. Elle s'avance. L'ourlet de sa robe moirée balaye la cendre jetée sur les dalles de pierre. Des parois de bois délimitent des box ouverts, offrant un semblant d'intimité à leurs occupants. On se croirait dans une écurie, et pas des plus prestigieuses. Le pire reste l'odeur, d'une puissance qui la déstabilise. Dans la salle flottent des relents d'adrénaline, de sueur saturée par la peur, acide à vomir, toute la gamme insupportable des liquides sortis des corps. Solis arrive à les discriminer tous. Elle retient le plissement dégoûté de ses narines, ce serait méprisant pour les modèles de bravoure rassemblés ici. Elle essaye d'accepter ce que ces odeurs ont d'animal et de naturel, d'inverser le dégoût en appétence olfactive. Elle y parvient presque. Reste qu'elle a honte des conditions imposées aux champions de l'arène. Hannibal, lui, a fermement déconseillé de venir ici, mais elle a eu raison d'insister. Ces héros méritent qu'on reconnaisse officiellement leur valeur. Et puis, elle doit le rencontrer, lui. Aurel rabat le rideau et fouille fébrilement l'infirmerie du regard. Il lui faut une arme, vite. Les vainqueurs des 7 manches de l'Apologium se tournent vers leur illustre visiteuse. Solis distingue sans peine leur tonalité majeure, un vibrato hésitant qui alterne entre le rythme battant de la fierté et le son flûté de la défiance. Elle est émue par cet oratorio désaccordé, message muet envoyé par les survivants aux morts de la reine. À voir les anciens adversaires se côtoyer sans la moindre animosité, Solis éprouve une nouvelle bouffée de honte. Mieux que n'importe quel discours, les coulisses de l'amphithéâtre prouvent que l'Apologium est avant tout un spectacle, sans vérité autre que distraire, et que la fameuse faveur diplomatique est une tradition vidée de son sens. Malgré le dénuement et l'épuisement qui les réduit à leur essence même, celle d'humains invulnérables, il est facile d'identifier pour lequel des deux camps chaque gladiateur et chaque gladiatrice a combattu. Solis s'avance vers le plus proche vainqueur, un mantri d'une 50aine d'années. Large d'épaules, son épaisse musculature est avachie, marquée par les combats et les ans. Son bras gauche et une partie de son visage sont couverts de plaques métalliques d'un noir mat, brutal. Son torse est barré d'un tatouage qui change de couleur, comme un morceau de verre qu'on fait jouer dans les rayons des soleils. Outré, Solis comprend qu'il s'agit d'une publicité pour une marque, un produit, probablement celle du fabricant de ces greffes cybernétiques. Quelle indécence! L'homme regarde la Malka, étonné. Il n'interrompt pas sa toilette pour autant. Il puise des seaux d'eau dans un tonneau et se les vide sur la tête. Le liquide ruisselle sur son corps entièrement nu, lave le sang et les humeurs, fait briller les plaques métalliques et goutte de son sexe flasque. Pas effarouché, Solis se plante devant l'homme et lui tend la main, provoquant une tension soudaine dans sa garde personnelle. Incrédule, le mantri la serre, faisant disparaître les doigts fins dans sa poigne calleuse. Dans la lumière qui tombe de la lucarne, on dirait l'ange de la victoire venu apporter les lauriers aux vainqueurs épuisés. Hans, Se souvient Solis. c'est bien cela? Oui, Oui, Malka. Gronde Hannibal. Hans se crispe. Il regarde avec méfiance les armes rutilantes dans le dos du colosse, les nombreuses cicatrices de sa chair. Elles imposent un respect immédiat, même pour un vétéran comme lui. Hans réalise qu'il tient toujours la main de Solis dans la sienne. Il la relâche avec empressement. oui Malka. Répète-t-il. Vous avez fait honneur à votre camp. Poursuit Solis, comme si de rien n'était. Elle penche délicatement la tête sur le côté, pour décrocher l'une de ses nombreuses boucles d'oreilles. Le geste, anodin pour quiconque, fait éclore tout un printemps dans les pupilles du guerrier. Après l'hiver de sa vie en péril, ce simple geste est une délivrance. Tenez, Elle lui dépose le bijou dans la main, son métal encore chaud. Hans se noie dans les yeux violets de Solis. en mémoire de votre exploit. Mais Malka, je suis un mantri. Je n'ai pas gagné pour vous. J'en suis consciente, mais en quoi cela avilit-il votre mérite? Merci. Et désolé. Il baisse un regard gêné vers son sexe dressé. N'ayez crainte, ce n'est pas le glaive le plus dangereux que vous pourriez tourner contre moi. Dit-elle d'une voix volontairement égale, que démente un sourire irrépressible au coin de ses lèvres. Aurel rêverait tant d'en avoir un, de glaive. Sa dague est restée introuvable sous le sable de l'Apologium.
Il n'a pas trouvé mieux qu'une paire de scalpels. Peut-être les quelques équipements chirurgicaux Mantri disponibles seraient plus efficaces, mais il ne sait pas les faire fonctionner. Pas dans le temps qu'il lui reste en tout cas. Les scalpels sont si courts qu'ils lui entaillent la peau lorsqu'il les prend en main. Il se dirige vers le lit, se retient de déchirer le drap pour ne pas faire de bruit, le découpe au bistouri à la place. Alors qu'il emmaillote ses mains, il se rappelle soudain qu'il ne doit pas tuer la Malka. Ce n'est pas son but. Il doit au contraire s'en rapprocher. Il se fige. De l'autre côté du rideau, Solis salue tous les vainqueurs présents, 4 hommes et une femme. Elle s'attarde davantage auprès des représentants d'Arcante. Elle échange longuement avec Astrid, une magicienne aux cheveux courts, en pantalon de cuir et bottes qui montent jusqu'aux genoux. Glissée sous un corset de métal, sa chemise est déchirée et émaculée de sang. Chacun reçoit, qui une boucle d'oreille, qui une bague. À Astrid, elle offre son collier tissé de 3 brins d'or de couleurs différentes, blanc, jaune et rose. Une merveille. La guerrière est sidérée et ravie. Vient le tour d'Anzo, aussi patient et sec qu'un ascète. Il porte toujours sa veste de cuir renforcée. Son casque, en revanche, a disparu. Cela rend plus inquiétant encore son masque, qui lui mange tout le visage depuis la mâchoire jusqu'au front. En 2 enjambées, Hannibal s'interpose entre Solis et le guerrier Mantri. Il porte la main à sa hache, côté droit. Anzo ne semble pas armé, mais son armure et son masque inspirent à eux seuls une impression de danger. Je connais personnellement Anzo. Je m'en porte garant. Hannibal glisse un regard vers Valred, le capitaine de la garde rapprochée. L'impressionnante épée à 2 mains qui traverse son dos est digne des armes que porte le colosse. Valred a la parole rare, ce qui incite à l'écouter lorsqu'il la prend. Anzo est élève dans l'école qui fut la nôtre, celle de Maître Sasaki. Valred prend soin que chacun entende la majuscule. Le « nôtre », lui, englobe les 2 autres gardes. Ronan, un archer aux allures de mage avec sa robe composée de plusieurs couches superposées, et Ruby, une guerrière au corps élancé, dont le visage est barré d'étranges cicatrices rectilignes. Solis ne doute pas un instant que Valred souhaite apaiser la situation. Mais contrairement à elle, il ne perçoit pas le courroux vibrant d'Hannibal, un écho profond qui résonne avec la lourdeur d'un bélier frappant un donjon assiégé. Anzo se tient à distance respectueuse et s'incline profondément, les bras collés au corps. Il garde la pose, rigide comme un coupable qui attend son verdict. Malka, Précise Valred. Anzo insiste pour intégrer votre garde personnelle malgré son jeune âge. Lorsque j'ai tenté de l'en dissuader, il s'est mis en tête de remporter l'abolition. En faisant gagner un point à Mantris. Rappelle Hannibal, grinçant. L'ancien Malek, le père de Solis, a eu la lubie de confier sa garde personnelle aux élèves de Sasaki, l'un des plus hauts dignitaires de la cité-continent. Un choix improbable, que d'aucuns estimeraient suicidaire. Un choix qui a marqué l'histoire de l'Apologium. C'était il y a 16 ans, lors de la 4e édition de l'Apologium. Cette fois-là, Arcante avait perdu le match décisif, à cause d'un élève de Sasaki. Fanfaronnant depuis l'arène où il demeurait le dernier en lice, cet élève avait trop ostensiblement célébré sa victoire, en provoquant à distance le Malek. Peu de choses en vérité, il avait mimé de sa jambe un dragon foulé aux pieds, emblème du souverain. Depuis les tribunes où il se tenait, Sasaki avait aussitôt bondi pour rejoindre l'impertinent sur le sable. En quelques mots secs, aboyés d'une voix qui résonna dans tout l'Apologium, il avait convaincu son disciple de racheter publiquement son honneur en s'ouvrant le ventre d'un coup de sabre. Ses tripes s'étaient répandues sans qu'il n'ait mis le moindre cri, ni même qu'il cherchât à désobéir. Puis, Sasaki s'était tourné vers la loge où se trouvait le Malek. De cette même voix autoritaire, il lui avait demandé si le trône estimait l'affront lavé. Lavé ? Il sera lavé quand vous m'aurez offert vos 3 meilleurs élèves en guise de garde du corps, avait répondu le Malek. La scène avait fait grand bruit, devenant l'un de ces moments qui font la légende. Impossible de revenir en arrière, le panache de la demande en eût été gâché. Une parade fut trouvée. Les 3 gardes furent soumis à un long rituel magique pour cimenter leur allégeance au trône sculpté, rayant d'un trait la fidélité à Mantris et à leur ancien maître. Solis n'était pas présente à l'époque, et de toute façon, elle aurait été trop jeune pour saisir toutes les subtilités de l'événement. Un tel comportement, pour elle, reste l'incarnation de ce qu'elle détestait chez son père. Cette arrogance brutale, cette virilité vulgaire et fière de l'être. Bien qu'il ne soit pas homme à traiter les questions d'honneur à la légère, Sasaki n'a pris aucune position officielle sur l'événement. Néanmoins, la rumeur affirme qu'il estimait cette requête infâme. Depuis,
On ne l'a plus jamais revu à l'Apologium, ni même dans des manifestations publiques à Mantris. Indifférente à la tension ambiante, Hanzo reste incliné, vague écho de cet élève discipliné, au point de se donner la mort sur un simple ordre de son maître. Valred, lui avez-vous promis qu'il intégrerait ma garde s'il l'emportait? L'interroge Solis. Je ne me le serais jamais permis, Malka. Lui faites-vous confiance? Maître Sasaki lui fait confiance. Mon propre avis est sans importance. Je le requiers néanmoins. Lui accordez-vous votre confiance, votre absolue confiance? Oui, Malka. Soit, Hanzo, relevez-vous. Elle s'approche du guerrier, avec la dignité d'une reine. Je vous confie ma vie. Considérez cela comme le cadeau que je vous fais, tout comme j'ai offert un présent aux autres champions. Devant tant de légèreté, Hannibal fulmine, les narines dilatées de colère. Solis s'en agace secrètement. Il devrait mieux masquer ses réactions, ce n'est pas digne d'un thaumaturge d'être à ce point transparent. Ces rivalités entre gardes commencent à lui peser. Surtout qu'elle est venue ici dans un but précis. Il me semble qu'il manque l'ultime vainqueur, le plus prestigieux si je ne m'abuse. Solis espère que la nonchalance de sa question a masqué son attente. Elle en doute. À en juger par son froncement de sourcils, Hannibal soupçonne quelque chose. Malgré la nudité tout en muscles et en virilité des guerriers qu'elle a salués, Solis n'a pas été troublée. Elle doit bien se l'avouer, les mâles ont rarement brillé à ses yeux. Son père indifférent et sombre, ses prétendants uniquement intéressés par le trône, tous les rustres qui, pour la séduire, jouent au poète comme un griffon se déguise en Pégase. Ces hommes-là ne lui ont jamais rien proposé qui l'ait touché. Les femmes non plus d'ailleurs, tout autant soumises à la cupidité, aux vices et aux intérêts. De toute façon, elle n'est pas là pour s'enrichir du guerrier, aussi mystérieux soit-il. Elle ne recherche pas le frisson, elle veut découvrir le pourquoi de son intuition, cette intuition qui lui a soufflé avec la force de l'évidence que la victoire serait à elle, grâce à Aurel. Il est encore à l'infirmerie, Malka. Lui répond Hanzo avec déférence, tandis qu'il est félicité par les autres gardes. Solis le remercie d'un hochement de tête et se dirige vers l'infirmerie, Hannibal sur ses pas. Elle entre. Aurel l'attend, debout, en plein milieu de la pièce, les mains dans le dos. Elle tremble toujours, mais pour une toute autre raison. Le sang sourd entre ses doigts serrés, dégoûtant le long des scalpels qui entaillent sa chair. Il est pétrifié, comme face à une gorgone au regard améthyste. Ses yeux, il en a déjà contemplé de semblables, mais ils n'avaient pas le même éclat. Il prend conscience de son aspect peu reluisant, du sang séché, des vêtements déchirés, une tignasse crasseuse. Dans le rift, alors qu'il rentrait d'une mission dangereuse, combien de fois s'est-il vu rabroué, privé du moindre égard avant qu'il ne se soit lavé? Solis ne porte pas le même jugement. Quand elle se rapproche de lui, il se sent dans la peau d'un héros, rien qu'à la façon dont elle le dévisage. Il porte des habits de lumière, des habits de gloire, l'apparat des champions. Le sang croûteux qui festonne ses avant-bras, il peut l'arborer fièrement comme des armoiries sur le blason de ses haillons. Le sang de la victoire, le sang froid de ses ennemis qui ne ruissellera plus jamais. Mais c'est pourtant le sien qui, contre toute attente, lui monte aux joues, et qui pourrait laisser croire à une timidité presque enfantine, à une humilité sobre de miraculé. Une réaction incongrue, indigne de lui, du moment. Il dissipe sa gêne, d'un geste sec de la tête, envoie ses cheveux fouetter l'air dans un effluve de senteurs musquées qui file jusqu'à la Malka. Elle plisse les yeux, inspire lentement. Mord l'anneau d'or de ses lèvres, les fleurs même du bout de la langue. Elle se laisse traverser sans subir, se laisse bercer par la mélodie olfactive, sans parvenir à en démêler la partition complexe. Aurel serre les dents, puis, héroïque, soudain, il se ressaisit. Il enserre à nouveau le scalpel, prêt à bondir et à lui dessiner un sourire d'arlequin triste en travers de la gorge. Elle est si près, il n'y a qu'un pas. Le colosse qui l'accompagne n'aura le temps de rien, à peine grimacer, réaliser qu'il est trop tard. On n'arrête pas un homme prêt à tout sacrifier. Les narines d'Aurel se gonflent et se dégonflent tel un buffle blessé. Il ravale son élan, repousse ses limites au nom de sa mission, puise dans la patience du moment opportun, donne du lest à sa rage au profit de ses pulsions. Elle se ressemble tant. Oh Isalis, le visage de sa superbe qui l'attend est tant couvert de baisers passion. La pulpe de ses lèvres agrumes, léchée jusqu'à la lie. La poitrine qui se gonfle sous les inspirations, puis se dégonfle, puis se gonfle, puis se dégonfle, encore et encore,
Et encore, la cambrure sans fin qui le voyage, juste à la caresser jusqu'à l'usure, jusqu'à tanner sa peau, aimer sans attendre. Mais laquelle? Il voudrait briser le miroir déformant qui lui lève le cœur. Solis lui est si paradoxalement étrangère. Il devra pourtant le faire, lui ôter la vie, pour la libération du Rift, la vengeance de sa belle. Il doit rendre justice, rétablir enfin l'équilibre, replacer son pays au centre de ce foutu échiquier. Sauf qu'il n'est pas sûr de jouer avec la bonne reine, la noire ou la blanche. Solis ressent pleinement la résonance large, la vibration redondante, le choc du combat interne qui chamboule Aurel, plus violent que ceux de l'apologium. Elle entend la partition jouée par la sueur qui perle à son front, qui dévale ses tempes en se teintant du carmin des ennemis vaincus, qui glisse sur l'arête de la mâchoire. Il rattrape in extremis de sa langue furtive une goutte fuyante. Elle l'a déjà vu faire ça. Elle a déjà vu ce genre de scène. Elle connaît cet homme. S'ensuit, dans tout le corps de Solis, un interminable frisson de désir, incontrôlable, un tremblement ouragan qui l'électrise. Elle préfère fuir le regard d'émeraude pailleté de cet homme, pour ne pas perdre définitivement pied. C'est intolérable. Elle lutte contre ce tressaillement coupable, force son esprit à comprendre, à savoir, à se souvenir. Elle lutte à son tour. Aurel continue la sienne de lutte, s'affronte haine, colère, doute et fatigue extrême. Envie de lui arracher sa tête ou son titre, de palper ses hanches ou de rétablir la justice. Tentation d'abandonner enfin, de s'allonger sur le sol tiède et s'endormir. Il confond les saisons, le haut du bas, les souvenirs, la mission, les visages. Aurel lâche le scalpel d'entre ses doigts tremblants. L'objet tombe au sol, confession qui échappe à Solis. À trop brusquer son talent, une puissante céphalée lui cisaille soudain le crâne. Un tison ardent semble lui traverser l'œil pour fouiller à l'intérieur de sa tête, cautérisant chaque pensée pour ne laisser qu'une souffrance débilitante. Elle vacille sur un cri d'animal blessé. Aurel tend les bras, tente vainement de la rattraper. Le geste est dénué de sens. De toutes les façons, Hannibal est plus rapide que lui. Le colosse a compris avant qu'elle ne parle. Il était là à chacune de ses crises, heureusement rares. Il lui offre le bras, ferme et stable, mimant la prévenance pour lui éviter de chanceler alors qu'il quitte sans un mot le quartier des gladiateurs. Lui non plus n'a pas perçu les tintements du scalpel. Aurel se retrouve seul, indécis, dans une position plus précaire qu'au cœur de l'arène lorsque Curtis le tenait au bout de sa chaîne. Contrairement aux autres, Solis n'a rien offert à Aurel. Rien, sinon un silence plus riche que les paroles, et des tourments à n'en plus finir.